Mon général, amiral, mes chers collègues, nous reprenons en cette fin de matinée les travaux sur notre cycle sur la condition militaire. À ce titre, nous recevons aujourd'hui le général de division Hervé Pierre. Votre carrière, mon général, débute au sein du 3e régiment d'infanterie de marine de Vannes, dans le merveilleux département qu'est le Morbihan, et ponctué d'engagements opérationnels, tout particulièrement au Sahel. Vous avez ainsi occupé la fonction d'adjoint au général commandant la force Barkhane entre 2021 et 2022. Entre 2022 et 2024, vous avez commandé la 9e brigade d'infanterie de marine avant d'être nommé à votre fonction actuelle comme chef du bureau des officiers généraux, le BOG. Vous êtes accompagné du contre-amiral Pierre Saucède, qui dirige la mission de retour à la vie civile des officiers généraux, la MIRVOG, depuis 2023, après une carrière dans des fonctions liées au domaine du renseignement, des ressources humaines et budgétaires. Avec vous, nous nous intéresserons ce matin particulièrement à la gestion des carrières des officiers généraux, comme leur mode de sélection ou le choix de leur affectation. Et nous nous attacherons également à l'enjeu de leur reconversion dans la vie civile qui interroge la capacité de notre pays à valoriser pleinement les compétences acquises au service de notre défense nationale. Ce dernier sujet fait écho à l'enjeu global de la reconversion des militaires évoqué lors de notre audition de défense mobilité. Il est de la responsabilité des armées d'accompagner leurs ressortissants lors de leur fin de parcours au sein de l'institution. En effet, les carrières militaires volontairement courtes pour maintenir une pyramide jeune s'achèvent plus tôt que dans le civil. Cette reconversion n'est pas exempte de défis. Les employeurs civils n'ont parfois pas la connaissance parfaite du vivier et des capacités que représentent ces officiers généraux à travers leur expertise et leur sens de l'organisation, du commandement, de décision. Entre autres, les officiers généraux peuvent également et légitimement appréhender un univers qu'ils ne connaissent pas forcément après tant d'années au sein de nos armées. C'est précisément pour surmonter ces obstacles que des dispositifs d'accompagnement spécifiques, comme la mission de retour à la vie civile des officiers généraux, ont été mis en place. Pour évoquer ces défis et présenter les efforts menés par le ministère des Armées, nous vous avons donc invité ce matin, et c'est avec de façon attentive et respectueusement, mon général, amiral, que nous allons vous écouter. Mon général, je vous cède la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, merci beaucoup pour cette invitation qui nous honore et qui nous donne la possibilité de parler des officiers généraux qui sont l'objet de toutes nos attentions. Le contre-amiral Saucède en tant que chef de la mission de reconversion des officiers généraux, et puis moi-même, général Pierre, en tant que chef des services des officiers généraux. Et c'est à ce titre que je suis là ce matin, puisque les services des officiers généraux comprennent à la fois la mission, la MIRVOG, et puis le bureau des officiers généraux. Donc j'ai en quelque sorte une double casquette. Au quotidien, je suis à proximité immédiate de la ministre des Armées pour la gestion quotidienne des officiers généraux avec ces bureaux des officiers généraux, le BOG, qui compte 25 personnes. Et puis, à l'école militaire se trouve la mission de reconversion que Pierre Saucède dirige et qui est le complément, en quelque sorte, du BOG pour le retour à la vie civile des officiers généraux. Le bureau des officiers généraux a été créé en 1966. Ses statuts ont été posés par arrêté en 1974, qui définissent précisément ce que le bureau a à faire dans la gestion des officiers généraux. La mission de reconversion, elle, date de 2005 et a été placée sous l'autorité du chef du BOG, donc en tant que chef des services des officiers généraux, en 2019. Alors ce petit point historique comme préambule, et je me permettrai très rapidement, avant de donner la parole à Pierre, qui va évoquer bien sûr le cœur du sujet au sens
de la reconversion, je voudrais dresser une sorte de tableau à partir de deux constats ou de deux présentations. Le premier tableau, c'est de vous parler des officiers généraux pour cadrer en quelque sorte la population qui nous occupe. Les officiers généraux, alors à l'origine on parle de capitaine général, hein. Vous savez probablement que le mot général, en réalité c'était un adjectif, mais capitaine c'est caput, la tête. Ça nous rappelle que les officiers généraux sont le haut encadrement militaire et constituent le haut de pyramide pour les militaires. Et donc sous statut militaire, nous avons aujourd'hui un peu plus de 700 officiers généraux en première section. Je reviendrai sur cette précision. Et ces officiers généraux ne servent pas tous au ministère des Armées. Donc, quand je parle des officiers généraux, je parle bien du haut encadrement sous statut militaire. Mais dans la population que j'ai à gérer, j'ai par exemple les officiers de gendarmerie qui servent au ministère de l'Intérieur, 160, et puis les officiers des affaires maritimes, les officiers généraux des affaires maritimes qui sont dans un autre ministère, qui ne servent pas directement au ministère des Armées. Les officiers généraux constituant le haut encadrement militaire sont, au titre de la Constitution, nommés par le président de la République, ce qui justifie d'avoir un bureau spécifique auprès de la ministre des Armées pour à la fois sélectionner les officiers généraux et les nommer. Et donc une grosse partie du travail de mon bureau, du BEG, c'est de préparer des décrets qui permettent à la fois de faire progresser ces officiers. Et donc dès qu'un officier général change de grade, ça passe en Conseil des ministres et c'est signé, le décret est signé du président de la République. Dès qu'il change de fonction, c'est également un décret. Donc la mécanique, j'allais dire, de nomination à la fois dans les grades et à la fois dans les postes des officiers généraux est beaucoup plus stricte, beaucoup plus contraignante, beaucoup plus posée en quelque sorte que pour le reste de l'armée où ce sont des décisions administratives. Donc ce sont bien des décrets qui permettent de nommer les officiers généraux. Les officiers généraux se répartissent en réalité en deux grades, des grades de 2 étoiles qui sont les grades de général de brigade ou contre-amiral si on parle de la marine, général de brigade pour l'armée de terre ou l'armée de l'air, et puis un deuxième grade qui est un grade de divisionnaire, 3 étoiles, donc à titre d'illustration je les ai sur ma manche, et ce sont les 2 grades des officiers généraux. Les 4 et 5 étoiles, 5 étoiles, je pense par exemple à nos chefs d'état-major, sont ce qu'on appelle des élévations. C'est-à-dire ce ne sont pas des grades à proprement parler. Et la sémantique précise est de dire général de division avec rang de corps d'armée, général de division avec rang d'armée. Ça a des conséquences très pratiques dans la nomination, puisque jusqu'au grade de division, ce sont des grades, donc il y a des règles administratives assez strictes à suivre. Et après, pour les nominations à 4 et 5 étoiles, ce sont des nominations fonctionnelles, c'est-à-dire que la personne prend 4 ou prend 5 étoiles pour des fonctions particulières, et la nomination peut se faire, j'allais dire, sans délai particulier. Donc cette nécessité de nommer par décret est une sécurité en quelque sorte, ou une condition politique de nomination des officiers généraux. Ce qui veut dire que les armées et services, puisque j'ai évoqué, bien entendu, les officiers généraux de l'armée de terre, mais nous avons ceux de la marine, de l'armée de l'air, des services, c'est-à-dire du service de commissariat des armées, du service de l'énergie opérationnelle, de l'infrastructure de défense, les ingénieurs de l'armement, j'ai parlé tout à l'heure des affaires maritimes, le service de santé des armées qui a également des officiers généraux. Ces officiers généraux, ils sont sélectionnés pour un processus assez strict qu'on appelle les conseils supérieurs d'armée et conseils supérieurs interarmées. Et pour la vie du BOG, je dirais qu'une grosse partie de l'année, celle qui vient de s'écouler, le dernier semestre 2025, a été consacrée à la sélection des officiers généraux et les propositions ont été présentées à la ministre des Armées le 6 novembre dernier, ce qui a permis d'établir ce qu'on appelle les listes d'aptitude, c'est-à-dire les listes des officiers, des colonels, des 5 galons qui pourront être appelés à devenir officier général en 2026. Mais ce processus de sélection, il procède en fait d'un travail de chaque armée
et d'un travail très profond au fil des années, puisque c'est la maturation d'un parcours professionnel d'environ 30 ans. Là aussi, un officier général, le paradoxe, c'est je reviendrai sur ce deuxième point ensuite, il sort de l'institution militaire assez tôt, finalement. Pour les officiers des armes, c'est 59 ans, la limite d'âge. Mais il a en réalité un parcours de carrière qui est très profond dans l'institution et qui lui donne une très forte légitimité au sein de l'institution, puisqu'un officier général a été chef de section d'infanterie, commandant de compagnie ou commandant de base aérienne ou commandant d'un bâtiment de la marine. Et donc on accède au généralat après avoir suivi un parcours qui est jugé à la fois par ses supérieurs, mais également par ses pairs, et c'est tout l'objet de ces conseils de supérieurs. Donc le deuxième semestre de l'année, celui qui vient de s'écouler, est essentiellement consacré à la sélection, et le semestre que nous débutons, essentiellement consacré à la mutation, c'est-à-dire au positionnement des officiers généraux en fonction des postes qu'ils auront à occuper au cours de l'année 2026. Pour le bureau des officiers généraux, ça veut évidemment dire qu'au quotidien, nous gérons tout ce que ces décisions emportent, c'est-à-dire à la fois la sélection et la mutation. Le bureau des officiers généraux assure les questions de rémunération, les questions sociales, les questions de suivi, les questions de logement. Tout passe par le bureau des officiers généraux, à l'exception de la reconversion qui est prise par la MIRVOG. Ce qui permet d'aborder un deuxième aspect. J'ai parlé de première section. Les officiers généraux sont répartis en deux sections. Ce qu'on appelle la première section, qui est une section sous statut militaire en activité pour les officiers des armes ou des armées, marine, armée de terre, armée de l'air. La limite d'âge est à 59 ans. À 59 ans, un officier général qui était en première section passe dans ce qu'on appelle la deuxième section. Donc c'est une position de non-activité sous statut militaire qui lui permet d'être rappelé par la ministre des Armées selon que de besoin. Ce rappel peut se faire jusqu'à 67 ans. Après 67 ans, l'officier général reste en deuxième section, mais il ne peut plus être rappelé. Il reste sous statut militaire. Cette limite d'âge, elle est variable. Pour les armées que j'ai citées, 59 ans. Pour la gendarmerie, 60. Pour les services, 62. Et puis pour le corps de l'armement, les ingénieurs d'armement, 66 ans. Ce passage en deuxième section, qui reste sous statut militaire, fait que le bureau des officiers généraux que je commande continue à suivre l'ensemble des officiers généraux quand ils sont en deuxième section. D'abord parce que quand ils quittent l'activité, généralement, ils prennent une autre activité, donc c'est bien le sujet de la MIRVOG, mais que le ministère peut avoir besoin d'eux et les rappeler. Et la ministre peut les rappeler sous 3 modes particuliers. Le premier mode, c'est le rappel ou le maintien en première section. Donc quelqu'un qui arrive à sa limite d'âge, on peut décider de le prolonger à la première section ou de le rappeler. On peut faire des rappels à l'activité ou passer un contrat qui est prévu par le Code de la fonction publique, qu'on appelle le contrat L332, qui permet de recruter un officier général sous un contrat, j'allais dire, de droit privé entre l'institution et lui. Pour beaucoup d'entre eux, ils rejoignent d'autres activités qui sont d'ailleurs préparées par la MIRVOG, avec la condition, du fait des activités qu'ils ont pu occuper auparavant, de passer par une commission de déontologie qui est obligatoire dans les 3 ans après avoir quitté le service. Et toute activité d'un officier général doit être déclarée auprès du BOG pour une raison essentielle, je le disais, il reste sous statut militaire. Donc les droits et les devoirs qui s'appliquent à la première section s'appliquent également à la deuxième section, en particulier le devoir de réserve. Et donc le BOG a aussi un œil sur les propos ou les positionnements de certains d'entre eux. Donc je ne voudrais pas être trop long sur cette présentation générale. Je suis prêt évidemment à répondre à l'ensemble des questions, mais ce décor étant planté, je propose de laisser la parole à Pierre Saucède. Merci beaucoup, mon général. Je vous en prie, amiral. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, merci pour votre accueil. Donc, je suis moi à la tête de la MIRVOG depuis septembre 2023. Et à la tête de cette maison, ma fonction est finalement double. Il s'agit d'une part de recevoir les officiers généraux pour les écouter sur leurs desiderata pour leur suite de carrière. Et ensuite de, excusez-moi le terme un peu commercial, mais de vendre la marque officier général vers l'extérieur, vers les forces vives économiques et sociales du pays qui souhaitent employer ces cadres dirigeants seniors que sont les officiers généraux. Avant d'être à la MIRVOG, ça tombait bien, j'étais au bureau d'officiers généraux
avec le prédécesseur du général. Et tout ça pour vous dire qu'il y a un chaînage vertueux, le général l'a dit, entre le bureau d'officiers généraux et la Mirvogue. Finalement, moi, je suis au bout du tuyau et je suis véritablement en miroir avec le BOG, puisqu'on est bien dans une logique de flux. Et j'ai reçu ainsi, depuis que je suis arrivé, quasiment 300 officiers généraux. Je vais vous dire quelques mots donc, sur la Mirvogue, qui est un dispositif, me semble-t-il, qui est reconnu, éprouvé, qui est pertinent et qui est efficace. Donc d'abord, c'est un dispositif qui est reconnu. Il est éprouvé, puisque depuis sa création en 2005, j'y reviendrai, il a reçu quasiment plus de 2200 officiers généraux. Cette création, elle date de 2005. C'est Michel Youmary qui l'avait créée, la ministre de la Défense de l'époque. Et ça répondait à une étude qu'elle avait confiée à un conseiller pour le gouvernement, conseiller défense, qui était l'amiral Darbonneau, et qui visait à mieux employer, à mieux sélectionner, à mieux gérer les officiers généraux, mais aussi à réfléchir sur leur deuxième partie de carrière. Comment mieux utiliser ces gens quand même à haute valeur ajoutée que sont les officiers généraux, qui ont encore un rôle à jouer dans la société. Et donc la décision a été prise de créer une structure particulière pour gérer cette population particulière que sont les officiers généraux. Ensuite, c'est un dispositif qui est, me semble-t-il, doublement pertinent. Il est à la fois pertinent pour la société civile et pour l'institution militaire. Alors pour la société civile, parce que les entreprises vont pouvoir bénéficier de ces profils à haute valeur ajoutée que sont les officiers généraux, et ça participe aussi, directement ou indirectement, à la cohésion nationale, qui, vous le savez, est un axe stratégique de nos décideurs. Quand moi je discute avec les entreprises, elles me mettent souvent en avant les qualités intrinsèques des officiers généraux qui leur apportent beaucoup, alors que ce soit les forces vives, encore une fois, économiques, sociales ou institutionnelles. Il y a 5 atouts majeurs qui reviennent toujours. D'abord, la grosse capacité d'adaptation de nos officiers généraux, nés finalement de 35 à 40 ans de carrière, où ces officiers ont changé de métier tous les 2-3 ans. Ils ont fait des finances, des RH, des OPEX, des relations internationales, du renseignement. Carrière très riche, très polyvalente, très agile. Ensuite, c'est la capacité, bien entendu, c'est le cœur de métier, à manager des crises et dans les crises. Ils savent traiter des dossiers complexes en situation dégradée. Troisième qualité qui m'est remontée, c'est l'esprit d'équipe, la dimension humaine très forte. Dit en d'autres termes, l'armée, on ne constitue pas ses équipes, on part au combat avec les équipes telles qu'elles sont, qui sont en fait le reflet de la société. Dit aussi en d'autres termes, on fait de l'inclusion sans s'en rendre compte depuis très longtemps. Quatrième caractéristique, c'est bien sûr les valeurs militaires de loyauté, de discipline, de mobilité. Et enfin, une cinquième qualité qui m'est souvent remontée, c'est le culte de la mission et de l'atteinte des objectifs. Donc je parle d'utilité à la société, mais il y a aussi une utilité pour l'institution militaire, puisque un officier général servira d'autant mieux qu'il sait que sa sortie sera accompagnée, qu'il sera aidé. Et en fait, la reconversion, c'est le dernier triptyque, c'est le dernier pan d'un triptyque dont le premier, le général en a parlé, est la sélection pour l'accès au généralat et ensuite la gestion de la carrière en première section. Donc vous voyez qu'il y a un chaînage vertueux entre ces 3 moments de vie que sont la sélection, la gestion en première section et l'accompagnement en deuxième section. Je précise pour terminer sur ce point que ce dispositif d'accompagnement au ministère des Armées est vraiment unique au sein de l'appareil d'État. J'ai été visité il y a peu de temps par une fonctionnaire du ministère de l'Intérieur qui souhaitait mettre en place le même dispositif au ministère de l'Intérieur, qui est dépourvu à ce stade, du moins dans les mêmes acceptions qu'au ministère des Armées. Et c'est également, nos grands alliés n'ont pas ce dispositif. Je me suis amusé à faire un petit benchmarking avec nos principaux grands alliés, États-Unis, Grande-Bretagne et les 2 pays latins, Italie et Espagne. Ils n'ont pas ce dispositif particulier d'accompagnement des généraux pour différentes raisons sur lesquelles on pourra revenir. C'est un dispositif qui, me semble-t-il, également est efficace. La Mirvogue, pour faire très simple, ce sont 6 personnels, un réserviste citoyen
et 1 030 000 € de budget. Voilà. Ce qui fait à peu près un coût de reconversion d'un peu moins de 16 000 € par généraux reconvertis, bien sûr, hors rémunération charge sociale des personnels. La Mirvog, là aussi, pour synthétiser énormément, repose sur 3 piliers. Du coaching, que nous externalisions dans 2 cabinets de coaching avec lesquels nous avons des marchés publics. Ce sont des formations, et nous en faisons à peu près 85 par an, sessions de formation, qui sont là aussi externalisées, faites par des prestataires extérieurs pour avoir toujours les bonnes pratiques du monde civil. C'est une logique de boîte à outils, donc il y a des outils d'acculturation au monde de l'entreprise et des outils de techniques de recherche d'emploi. Et enfin, le 3e pilier, ce sont les événements pour faire du réseau. Voilà. Le taux de reconversion sur une base de 100, puisqu'on a à peu près une centaine d'officiers généraux qui arrivent dans le dispositif chaque année, ce sont les gens qui arrivent à la limite d'âge dont on parlait général, ou qui partent par anticipation, parce qu'il y a aussi ça. Sur une base de 100, on en reconvertit à peu près 70 à 75%. Voilà. Ça, c'est l'aspect quantitatif. Ensuite, si on fait une petite analyse de nature qualitative, on se rend compte que les gens vont dans 4 grandes familles d'emplois. Ils vont dans la grande veine enseignement-formation, soit comme directeur d'école, soit comme intervenant, professeur, associé ou intervenant. Il y a une logique là de transmission aux jeunes générations. Deuxième domaine sur lequel les généraux vont, c'est consultants. Voilà, dans tous les domaines qui vont des RH au domaine stratégique, à l'aide à la transformation, le numérique, etc. Troisième domaine, c'est ce que j'appellerais sous le grand vocable de l'économie sociale et solidaire, notamment confessionnelle, mais pas que. Et enfin, le 4e domaine, c'est le réemploi au service de l'État, dans les fonctions publiques d'État, territoriales ou hospitalières. Ces 2 dernières étant minoritaires. Et puis, bien entendu, une partie, mais qui n'est pas majoritaire, part dans le secteur compétitif, mais ce n'est pas la majorité, je l'ai dit. Quelques mots sur les perspectives. Essentiellement, le travail à faire, c'est un travail sur l'acculturation. À la fois acculturation des généraux, à la fois acculturation des entreprises. Nos généraux, très honnêtement, il y a un besoin de renforcer la culture d'entreprise de nos généraux qui est inégale. En fait, il y a des niveaux d'ambition et des niveaux de connaissances qui sont inégaux sur la connaissance des grands déterminants de l'économie. Donc, on s'emploie à renforcer leur connaissance de l'économie et la connaissance des secteurs d'entreprise. Et à l'inverse, du côté des entreprises, il y a aussi un travail sur une méconnaissance intime de ce qu'est un officier en général, et en particulier l'officier général. Il y a une méconnaissance, et notamment sur est-ce que ce général va être un réalisateur, va véritablement, comme ils disent dans leur jargon, délivrer, horrible anglicisme, mais c'est les mots qui sont employés. Donc on s'emploie à corriger ce double déficit d'acculturation par des visites d'entreprise, non pas des visites de sites industriels, mais bien des visites au contact de dirigeants, de COMEX, pour montrer la réalité de ce qu'est un dirigeant, un cadre dirigeant senior. Donc on s'appuie sur les réseaux du MEDEF, on s'appuie sur les réseaux de la CPME et d'autres organismes. Et puis on s'emploie aussi, on s'inscrit dans la logique de l'emploi des seniors. On a des liens avec Expert Connect, Senior Plus, toutes ces associations ou sociétés qui travaillent pour le meilleur réemploi des officiers généraux. Voilà, j'en ai terminé et je suis bien entendu ouvert aux questions. Merci beaucoup, Amiral. Nous passons donc à présent aux questions des orateurs de groupe et nous commençons par José González pour le Rassemblement national. Merci, Président, mon général, Amiral. Au nom de mon groupe, je tiens à saluer la réputation méritée des officiers généraux français pour leur parcours de carrière. L'État investit massivement dans leur formation pendant des décennies, leur confiant les clés de notre défense et de nos secrets stratégiques avec un retour sur investissement remarquable. Cependant, le retour à la vie civile de ces hauts gradés, gérés par la Mirgov, peut dans certains cas soulever une question de souveraineté majeure. Sur un modèle finalement bien connu dans d'autres pays, notamment anglo-saxons, des hauts fonctionnaires ou des militaires rejoignent le secteur privé, parfois dans des grands groupes internationaux
ou des cabinets de conseil dont les intérêts ne sont pas toujours alignés avec ceux de la France. Pour nous, l'expertise acquise sous l'uniforme français doit rester au service de la France et d'elle seule. Les officiers ne sont pas formés pour servir d'autres intérêts. Évidemment, nous pouvons témoigner l'expérience acquise par les généraux peut être utilisée opportunément dans des structures privées et nous ne remettons bien évidemment pas en cause l'attachement de nos officiers généraux à leur pays. C'est plutôt de certains politiques, de certaines institutions et de leurs lubies fédéralistes ou mondialistes dont nous avons à nous méfier car elles sont très captatrices de leur talent. Au-delà des contrôles administratifs classiques, HATVP, comment la Mirgov s'assure-t-elle concrètement que le reclassement de nos généraux ne se transforme pas en fuite de cerveau ou d'influence? Menez-vous un travail d'analyse des secteurs ou des entreprises à risque vers lesquelles vous déconseillez formellement les départs afin de garantir que la loyauté envers les intérêts supérieurs de la nation perdure même une fois l'uniforme quitté? Je vous remercie. Merci, mon général ou amiral, comme vous le souhaitez. Oui, merci, monsieur le député. Donc, je vais essayer de répondre à cette question. D'abord, pour vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, le réemploi pour les chiffres 2025, puisqu'ils viennent de tomber, on vient de faire l'analyse ces jours-ci sur les chiffres 2025, il y a 18 officiers généraux qui servent au sein de ce qu'on appelle la base industrielle technologique de défense, enfin, on va dire l'industrie d'armement en langage plus commun. Alors, pour répondre très concrètement à votre question, la Mirvog, toujours pareil, le chaînage avec le BOG, nous nous employons à vérifier ce sujet au travers de 2 critères. Le premier, c'est la commission de déontologie. Donc, tous les officiers généraux qui reprennent une activité lucrative, quelle que soit la nature de l'employeur, passent par la commission de déontologie. Premier sujet qui évite le risque pénal de prise illégale d'intérêt. Deuxième dispositif, c'est l'article 42 de la LPM qui permet d'étudier et de passer sous un régime d'autorisation préalable les officiers qui travaillent pour une puissance étrangère ou pour une entité étrangère avec 4-5 domaines très sensibles, bien entendu, le renseignement, le cyberdéfense, etc. Je vais vous donner un cas très concret cette année. Nous avons eu à traiter un cas, mais qui s'est avéré, il n'y avait pas de sujet grave. C'est un officier des affaires maritimes qui travaille pour un État étranger, mais dans un domaine de sécurité maritime, et qui n'a pas posé de problème à l'examen de son dossier. Voilà. Donc on surveille ces sujets, bien entendu, qui sont au cœur de nos préoccupations. Finalement, on se rend compte qu'il y a très très peu d'officiers généraux qui servent soit à l'étranger, pour des raisons d'ailleurs de, je ne vais pas dire d'incapacité familiale, mais c'est surtout de volonté de travailler sur des bassins régionaux en France. Les officiers généraux ont plutôt ce goût pour travailler sur des bassins régionaux. Donc à l'inverse, il y a très peu de gens qui travaillent à l'international. Et les rares qui travaillent, c'est dans des domaines qui sont maîtrisés. Je ne vais pas revenir sur ce qui vient d'être dit, mais il y a bien 2 niveaux de réponse. Il y a un premier niveau, on va dire un peu technique, ce qui a été évoqué, qui est celui de la commission de déontologie et de l'article 42. Et là, le BOG vérifie très précisément et sans trahir de secret, on a des dossiers de commission de déontologie qui sont largement discutés. Et moi, j'ai tous les officiers qui m'appellent en me disant « mais oui, mais moi, j'attends toujours ma réponse ». Donc, c'est fait relativement rapidement, mais il y a un vrai contrôle technique. Et ensuite, il y a un deuxième niveau d'analyse qui est celui du loyalisme. Et de façon générale, les règles qui s'appliquent à la première section s'appliquant à la deuxième section, il y a un devoir de loyalisme qui est attendu de tous les officiers généraux et qui est apprécié en contexte. Ça veut dire qu'il n'y a pas de règle absolue, mais ça dépend qui fait quoi, à quel moment, qui dit quoi et pourquoi. Et donc ça, c'est le BOG qui l'apprécie et qui formule, quand c'est nécessaire, des rappels à l'ordre assez stricts. Merci. La parole est à Corinne Vignon pour le groupe Ensemble pour la République. Je vous remercie, Monsieur le Président, Général, Amiral.
Ces dernières années, face à des défis exceptionnels comme la reconstruction de Notre-Dame dans des délais inédits, l'État a su s'appuyer sur les officiers généraux pour remettre des organisations civiles en ordre de marche. Ces profils à très forte ajoutée, forts d'une grande expertise et de compétences acquises au service de la nation, devraient naturellement pouvoir être davantage valorisés dans la poursuite d'une carrière au sein de la haute fonction publique. Or, force est de constater qu'au moment même où ces officiers quittent le service actif, ils sont de moins en moins nommés à des emplois civils supérieurs de l'État. Comment expliquez-vous ce paradoxe? C'est ma première question. Par ailleurs, en tant que Toulousaine, je rencontre très régulièrement des officiers supérieurs et généraux de l'armée de l'air reconvertis dans l'industrie spatiale au sein des entreprises du New Space ou des grandes entreprises, des grands industriels. Le spatial constitue un domaine stratégique à part entière, marqué par des enjeux majeurs, souvent perçus comme un secteur très technologique, parfois éloigné des cultures opérationnelles. Dans ce contexte, une évolution de l'action de l'État, y compris dans des secteurs stratégiques tels que le spatial, apparaît nécessaire afin que notre pays ne se prive plus de compétences rares, alors même que les besoins ne cessent de croître. Au regard de votre expérience à la tête des dispositifs de reconversion, estimez-vous que les mécanismes actuels permettent réellement d'orienter et de valoriser les profils militaires vers des secteurs stratégiques ? Existe-t-il un pilotage interministériel pour orienter ces profils vers des secteurs critiques ou fonctionne-t-il toujours au cas par cas? Et enfin, comment éviter que la nation ne perde l'expertise de ses officiers généraux au moment précis où les menaces se durcissent? Je vous remercie. Je vous en prie, mon général. Madame la députée, merci beaucoup pour votre question. Pour avoir été à l'œuvre à la nomination du général Facon, qui est en charge de Mayotte, je peux dire que le travail de recherche a été extrêmement complet. De nombreux candidats ont été identifiés, entendus, et le général Facon a été sélectionné pour ses capacités. Et sans, j'allais dire, prendre uniquement cet exemple, il y a de nombreux cas de figure quasiment chaque semaine où on me demande de trouver dans la population des officiers généraux des officiers qui seraient capables de remplir telle ou telle fonction. C'est vraiment très fréquent, beaucoup plus qu'on imagine, et peut-être moins public ou moins connu que le cas de Notre-Dame ou de Monsieur Mayotte. Mais chaque semaine, je peux vous affirmer que ce travail est fait. De façon plus générale, j'ai un lien très étroit avec la Dièse pour la gestion des carrières supérieures de l'État. Et donc, on a ce dialogue permanent avec un vivier qui existe dans lequel rentrent un certain nombre d'officiers généraux. Le fait est, vous l'avez souligné, probablement qu'on peut faire mieux, je pense, dans les institutions. Peut-être que c'est lié au fait que chaque corps ou chaque institution a quand même une vision assez propriétaire encore des postes qu'il peut occuper. Et donc, ces trajectoires croisées, il faut un peu les bousculer pour arriver à les imposer. Le dispositif existe, donc tout est en place, mais je pense qu'il faut une énergie importante pour arriver à faire bouger l'ensemble de ces dimensions. Pour ce qui est des entreprises stratégiques, c'est aussi quelque chose qu'on suit évidemment au BOG. Et très tôt, on essaie d'identifier les compétences stratégiques de nos officiers généraux pour les orienter vers ces différents domaines que vous évoquez. Et ces domaines, ils sont très identifiés aujourd'hui. Oui. Sur le dernier point, les domaines identifiés, donc cyber, numérique, on a régulièrement des gens qui sont dans cette filière, bien sûr le domaine aéronautique et spatial, le secteur nucléaire, et on pourvoit, il y a 2 postes là, qui étaient la semaine dernière, enfin l'année dernière chez Framatome. Enfin, tous ces domaines sont irrigués par des officiers généraux en 2e section qui vont se reconvertir. Sur le premier point de l'encadrement supérieur de l'État, la MIRVOG travaille aussi en liaison avec la Dièse. Régulièrement, on propose des candidats, mais je pense qu'il faut avoir une approche qui est réaliste sur les capacités d'accès des officiers généraux à ces postes. Alors, on se fonde sur le 17e rapport du Haut Conseil d'évaluation de la condition militaire, qui a été suivi d'ailleurs d'une lettre du président de la République en juillet 2023, je crois, sur l'accès, lettre du Premier ministre à Madame Borne, visant à favoriser l'accès des officiers et notamment d'officiers généraux à l'encadrement supérieur de l'État.
Mais on voit bien qu'il faut réfléchir par cercle concentrique, et tous n'ont pas la même porosité, en fait. Il y a les fonctions à la discrétion du gouvernement, décidées en Conseil des ministres, typiquement préfet, ambassadeur. Ça, c'est une gestion intuitu personae. Ensuite, on a un deuxième cercle, ce qu'on appelle les directeurs généraux. C'est un accès également qui est compliqué. Troisième cercle, les DAC, directeurs d'administration centraux, compliqué aussi. Le quatrième cercle étant plus poreux, c'est les chefs de service. Voilà. Mais tout ça, bien entendu, avec des exceptions à chaque fois. Mais j'essaie de dresser un panorama sur la capacité de pénétration, si je puis dire, de l'officier général dans ces cercles de l'encadrement supérieur de l'État. Peut-être simplement un petit complément. Souvent, on a une vision très massifiée des officiers généraux. En réalité, ça reste un corps aussi pyramidal. Donc, vous avez des officiers généraux 5 étoiles qui ont occupé des fonctions de responsabilité sommitale. Et puis, vous avez des gens qui sont nommés officiers généraux à la fin de leur carrière pour 1 an ou pour 2 ans. Et donc, leur expérience du général n'est pas la même, leur capacité n'est pas la même. Donc, quand on parle de ces très hautes fonctions, ces fonctions stratégiques, on cible aussi des officiers généraux particuliers dans la police. Tout le monde n'est pas capable d'occuper ces fonctions-là. Et on leur dit aussi. Merci à vous deux. Et la parole est à Aurélien Saint-Toul pour la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Merci, Monsieur le Président. Général, amiral, merci beaucoup pour votre présentation de ce travail si indispensable. Et j'entends que vous fournissez un service en réalité à nos officiers généraux qui est, pour ainsi dire, du cousu humain, et ça laisse un petit peu songeur quand même, parce que 16 000 € dédiés à la reconversion, je souhaiterais que tous les chômeurs de ce pays puissent bénéficier de la qualité en réalité de ce que vous proposez. 3 petites questions en réalité. La première porte sur la promotion des profils originaux. Il est logique que les institutions comme l'armée aient tendance à faire émerger des profils conformes à l'institution. Néanmoins, c'est ce qu'on enseigne à l'école de guerre ou aussi bien au CHEM, on s'efforce aussi d'avoir des généraux qui sont capables de penser, comme on dit en mauvais français, out of the box. Donc j'aimerais savoir très concrètement comment vous cherchez à promouvoir des profils originaux, quels sont vos instruments pour ça, et dans quelles limites, d'une certaine façon, même si c'est un peu abstrait comme question. Et corollairement, quelle est la part des officiers sortis du rang parmi les officiers généraux et leur évolution? Deuxième question sur la question de la reconversion. Le président de la HATVP, Didier Migaud, avait émis le souhait de banaliser ou de normaliser la procédure de reconversion et peut-être de faire passer la commission de déontologie, je ne sais pas exactement, soit sous la coupe de la HATVP elle-même, soit carrément de supprimer la commission de déontologie. Quel est votre avis sur ces évolutions possibles? Et enfin, sur la question des deuxièmes sections, j'aimerais savoir quelle est la part des contrats parmi les officiers en deuxième section. Et comme vous évoquiez, Général, les obligations qui demeurent applicables, notamment dans le domaine du devoir de réserve, la multiplication quand même des prises de parole sur les chaînes d'information en continu notamment, m'interroge un petit peu sur l'application stricte de ce devoir de réserve. J'aimerais vous entendre là-dessus. Merci beaucoup. Merci, mon général, je vous en prie. Monsieur le député, merci beaucoup pour ces questions. Il y en a de nombreuses, j'ai essayé de ne pas les oublier. Vous m'excuserez si c'est le cas, et puis je pourrai répondre en complément. Pour ne rien oublier, je vais partir de la fin. Alors, nous, au bureau des officiers généraux, on suit tout ce qui se dit, tout ce qui... sur les chaînes d'information, vous n'avez pas que des officiers généraux, d'une part. Voilà, vous avez des anciens militaires, et pour le coup, ils ne sont pas en deuxième section, donc en fait, ils ont récupéré la totalité de leurs droits, et donc ils disent un peu ce qu'ils veulent, pas forcément toujours à bon escient, on est d'accord, parfois c'est très bien, parfois ça l'est moins. Quand ce sont des officiers généraux et qu'on estime, parce que c'est une question d'estimation, donc la notion même de strict devoir de réserve, quand vous regardez dans le code, c'est une question d'appréciation, ça dépend qui parle, d'où il parle, le lieu dont on parle, et ce qu'on dit dans le débat, quoi, en quelque sorte. Ce qui est évidemment très important, c'est la question du loyalisme aux institutions, qui est quelque chose qu'on regarde très précisément. Après qu'un officier général en deuxième section ait des opinions et qu'il les partage, ça me semble plutôt sain. Donc c'est une question d'appréciation. Le BOG, moi je les appelle quand ils dépassent
les bornes. Ça peut aller jusqu'à une lettre de rappel formel, voire à une procédure de radiation. On a procédé l'an dernier à 2 radiations d'officiers généraux. C'est passé en décret. Ils ont fait appel au Conseil d'État. Ils ont été déboutés par le Conseil d'État en novembre. Et donc ces 2 officiers généraux ne sont plus en 2e section. Ils ont été radiés. Voilà. Sur les officiers généraux qui sont sous contrat, aujourd'hui, pour vous répondre très précisément, on a 23 officiers généraux qui sont sous contrat L332. Donc c'est évidemment assez peu, mais ce sont des contrats qui sont au ministère des Armées. Sur les autres questions que vous avez posées, le BOG a la mission de la ministre de regarder l'originalité des profils à la fois dans la phase de sélection et à la fois dans la phase de mise à poste. Pour dire quoi ? D'abord que la question, elle se pose sur une carrière de 30 ans bien avant. Ça veut dire c'est les conditions de recrutement dans les écoles initiales. Et pour avoir fait Saint-Cyr il y a 30 ans et regarder comment Saint-Cyr recrute aujourd'hui, je suis ravi de voir que Saint-Cyr recrute partout, beaucoup plus, dans des formations beaucoup plus ouvertes que c'était le cas quand j'étais à Saint-Cyr il y a 30 ans. Donc ça a beaucoup évolué. À l'école de guerre, vous savez qu'il y a des auditeurs extérieurs de l'école de guerre. Et donc il y a un travail de fond qui est fait sur toute la chaîne de valeur en quelque sorte de l'officier, et donc les officiers généraux changer en fait une direction, c'est évidemment le changer bien avant. Néanmoins, je reviens au point que j'évoquais, les armées font un travail de sélection qui est extrêmement vertueux, vraiment, parce que moi j'assiste à tous les conseils supérieurs, il y a un 360, les pairs donnent leur avis, on recroise, on voit dans différentes directions, mais le BOG, au moment où on travaille la question, regarde quels sont effectivement les profils originaux qu'on peut sortir. On a ce travail de regard un peu croisé, supplémentaire, à la fois pour la sélection et pour la mise à poste. Et ce n'est pas toujours les choix qui arrivent des armées qui sont conservés à la fin. Sur la part d'officiers issus du rang, elle est relativement faible, là aussi pour des raisons un peu mécaniques. C'est-à-dire que quand vous accédez à un grade de lieutenant et de capitaine comme officier rang, stricto sensu, c'est-à-dire que vous avez peut-être une trentaine d'années, mécaniquement c'est quand même difficile d'arriver aux fonctions sommitales d'officier général. Cette année, on a 10 à 15% des officiers qui sont à la liste d'aptitude qui ont un parcours qui n'est pas direct, c'est-à-dire qui ne sont pas rentrés dans une école d'officier après avoir fait des études supérieures, qui ont un parcours plus original, plus varié. Mais c'est évidemment une proportion qu'on essaie d'augmenter dans le fil de ce que vous évoquiez. La commission de déontologie, elle est évidemment indispensable. Je n'ai pas d'avis personnel sur la HATVP, si ce n'est qu'il faut absolument conserver cette structure de vérification sous une forme ou sous une autre, mais elle est vraiment indispensable. Merci. La parole est à présent à Jean-Louis Thiriot pour le groupe... Ah, excusez-moi. Oui. J'ai sauté une ligne, toutes mes excuses. La parole est à Anna Pic pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Enfin, déjà, beaucoup de questions que je me posais ont été posées, bien évidemment. Il reste quelques petites choses, du coup, que j'ai jetées un petit peu comme ça sur le cahier en vous écoutant. Vous avez dit qu'il y avait un taux de reconversion à peu près pour une centaine de 60 à 70%. Ce qui est évidemment très intéressant, ce qui m'intéresserait de savoir pour la suite, et parce que vous avez quand même évoqué le fait que la culture du monde civil et de l'entreprise privée n'était pas évidemment quelque chose de très connu lorsqu'ils arrivaient auprès de vos services. J'aimerais savoir quel est le taux de maintien dans l'emploi une fois qu'ils ont été reconvertis une première fois. Reviennent-ils vers vous? Y a-t-il beaucoup de changements ou voilà, quel est à peu près le taux d'adaptation qu'on peut estimer au retour à la vie civile? Et puis, cette sortie, effectivement, le passage de la section 1 à la section 2, cette sortie assez tôt, comment est-elle préparée? Est-ce que finalement vous commencez le boulot uniquement après les 59 ans, ou est-ce que évidemment vous commencez à profiler et à envisager les choses avec les officiers généraux qui sont susceptibles de sortir dans les mois qui viennent bien avant pour pouvoir améliorer leur sortie? Et puis comme on parle beaucoup et qu'on a quand même en général comme argument l'amélioration de la santé, le maintien des compétences cognitives et physiques
bien après 60 ans, est-il envisagé un maintien plus important, un plus grand nombre de personnes maintenues en section 1, puisqu'à 59 ans, je crois que tout le monde peut reconnaître que la plupart des gens ont vocation à travailler au moins jusqu'à 62, voire un peu plus, 64 potentiellement, donc en fonction des réformes à venir. Donc est-il envisagé un maintien plus important, un nombre de personnes plus importantes maintenues en section 1? Merci. Oui, merci Madame la députée. Je répondrai aux 2 premières questions et ensuite je laisserai pour la 3e le général Pierre répondre, puisque c'est plus dans ses attributions. Le taux finalement de satisfaction des entreprises, c'est ce que vous me demandez un peu. Oui, les officiers généraux, il y a un très bon taux de maintien dans l'activité. Alors, ne nous mentons pas quand même. Je m'explique. La majorité des officiers généraux veulent travailler pour satisfaire des besoins qui sont leurs besoins personnels et qui sont souvent liés aux études des enfants. Compte tenu de leur âge, aux études des enfants et à toute une série d'autres problèmes familiaux. Tout ça pour dire que, vu leur âge, ils arrivent dans le secteur actif compétitif à 59 ans. Donc ils n'ont pas, permettez-moi ce terme technique, mais une allonge suffisante pour quand même aller prendre des postes de très haute responsabilité dans des boîtes. Le taux de satisfaction est très bon, c'est-à-dire les entreprises gardent les officiers généraux. Ensuite, ils sont comme tout le monde, ils font de la mobilité interne. C'est-à-dire qu'on a des gens qui changent au bout de 2-3 ans. Ils changent de boîte, ils changent de crèmerie et ils vont voir ailleurs. Bon. Chose que je n'ai pas dit, la Mirvox est un dispositif qui est à vie. Parce que la 2S, c'est à vie. Et donc, ils sont éligibles à la Mirvox en 2e rebond. Et on a un certain nombre d'officiers généraux qui viennent en 2e rebond. Voilà. Mais ils restent dans les entreprises qui les ont recrutés. En effet, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur de casting. Voilà. Ou si erreur il y a réaiguillage vers une 2e carrière, une 2e poste qui les intéresse plus. Alors bien entendu, 2e question, ils ne commencent pas arrêtés, ils commencent lancés. Donc 18 mois avant, d'un commun accord avec le BOG, je me fais accoster la liste des officiers généraux qui sont à 2 ans de la limite d'âge, à peu près, et nous envoyons à tous ces gens-là un message en leur disant, voilà, vous êtes à peu près à 2 ans de votre limite d'âge statutaire, nous vous rappelons l'existence de la Mirvox, il serait de bon ton de partir lancer, et donc de venir voir à la Mirvox ce qu'on vous propose. La plupart des gens, d'ailleurs, plus de 90% des officiers généraux, passent par la Mirvox, quoi qu'ils veuillent faire. Et ils commencent donc leur système, leur reconversion, leur préparation à leur reconversion, en étant en première section. Ils ne partent pas arrêtés en attendant d'être en 2e section. En fait, le panorama sur 100 officiers généraux que je reçois dans le dispositif, le panorama, il se répartit en 3 groupes. Il y a à peu près 25% des gens qui me disent « Écoutez, moi, très honnêtement, je ne sais pas exactement ce que je veux faire. » Et le système va les aider à mûrir, à discerner. On en a un autre groupe de 25% qui me dit écoutez, moi, ma retraite me suffit. Je ne souhaite pas reprendre un emploi à temps plein. Néanmoins, je souhaite garder une activité intellectuelle à minima du type conférencier, consultant, domaine associatif. Et puis j'en ai donc 50%, le dernier tiers restant, qui me disent « je dois et je veux retravailler à temps plein ». Je veux parce que je me sens jeune, quelque chose à apporter à la société. Je dois essentiellement les études des enfants à payer, qui est le domaine qui revient le plus souvent. Voilà le dispositif. Et je laisse le général Pierre pour la 3e partie. Pour compléter, faire le lien, donc effectivement 18 mois et la fourchette minimale, c'est 6 mois avant. De toute façon, pour des raisons administratives, il faut absolument qu'on voit tous les officiers généraux de manière à les mettre administrativement dans de bonnes conditions pour sortir de la première section. Mais ça peut se faire bien avant 18 mois. Là aussi, tous les officiers généraux ne passent pas forcément par la Mirvox. C'est-à-dire que le taux de recouvrement qu'on évoquait, il est peut-être plus important, et d'autant plus que ceux qui ne passent pas par la Mirvox, c'est qu'ils ont déjà trouvé quelque chose en réalité. Pour répondre à votre question, on travaille effectivement sur cette question de la limite d'âge. On travaille d'autant plus que j'évoquais dans mon propos liminaire
le fait que 59 ans, qui paraît très tôt, c'est pour les officiers des armées, mais si vous prenez un ingénieur de l'armement, c'est 66 ans. Pour les services, c'est 62 ans. Donc on pourrait très bien, effectivement, envisager de repousser la limite de 59 ans, considérant que les conditions, j'allais dire, cognitives se permettent de... Voilà. Après, on a un système à flux, c'est-à-dire un système où en fait on a des affectations, ça a été évoqué par le président, de 2 à 3 ans, et donc très pyramidal, et donc il faut qu'on réfléchisse la totalité du pyramidage et du système, c'est-à-dire peut-être allonger le temps sur les postes, c'est-à-dire que c'est un vrai modèle RH si on change la limite d'âge à 59 ans. Mais en soi, il n'y a pas de sujet, et on travaille sur cette question-là. Merci, mon général. La parole est à Jean-Louis Thiriot pour la droite républicaine. Merci, Monsieur le Président, mon général, amiral. Avant d'évoquer la question que je souhaite vous poser, je tiens à souligner ce que vous avez dit, qui, je crois, est très important dans l'attractivité que peuvent représenter les profils d'officiers généraux pour nos entreprises. C'est que tous les généraux, tous les amiraux ont été lieutenants ou enseignes de vaisseau. Et c'est vraiment un élément qu'on ne voit pas forcément dans la haute fonction publique civile et qui est un outil d'efficience que je tiens à souligner. On sait que dans les fonctions stratégiques, la RNS a posé la fonction influence. Je pense que le corps des officiers généraux a, par définition, quand il est en deuxième section, un rôle à jouer dans cette fonction influence. Donc je souhaiterais savoir s'il y a une stratégie développée par la MIRVOG pour essayer de faire jouer cette stratégie influence, notamment dans un certain nombre de pays étrangers, même si peu d'officiers souhaitent aller à l'étranger, mais est-ce qu'il y a une réflexion en ce sens? Et j'ajoute un point, plusieurs officiers généraux avec lesquels j'ai échangé ont évoqué des difficultés des officiers généraux français dans les techniques de recrutement, notamment du monde anglo-saxon, puisque les méthodes ne sont pas les mêmes et la vision du recrutement ne se fait pas pareil. Est-ce qu'il y a une formation spécifique pour d'éventuelles candidatures à l'étranger dans ce type d'environnement qui peut servir la fonction influence? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Question difficile. Alors la première, déjà la MIRVOG, elle a pas de politique en soi. C'est pas moi qui définis ma propre politique. Moi, je m'inscris dans la politique générale du ministère et dans ses déclinaisons. Donc oui, directement ou indirectement, on participe à la stratégie d'influence des armées et du ministère. Une fois que l'on dit ça, nous ne sommes pas non plus une agence de placement au sens premier du terme. C'est-à-dire, je n'ai pas la capacité à insérer, je répondais tout à l'heure à Madame la députée, je n'ai pas la capacité à insérer dans le dispositif d'État ou dans d'autres sociétés nationales d'envergure, etc., des officiers généraux. En fait, je suis confronté à une double problématique. D'abord, il faut que je trouve des officiers généraux volontaires. Parce que les officiers généraux qui se reconvertissent, nous ne sommes plus dans une logique de plan annuel de mutation. Jusqu'à maintenant, un officier général en première section, on lui dit « tu vas à Toulon parce que le bien du service est que tu te trouves à Toulon ». Là, si je n'ai pas d'officier général pour aller à Toulon ou pour aller à Londres, je ne pourrai pas fournir le poste en question. Donc premier élément, c'est la desiderata de l'officier général qui prime. Et ils ont de plus en plus des desiderata de bons pères de famille sur des bassins régionaux de vie, je l'ai déjà dit. Et ensuite, c'est cette capacité justement d'accéder à ces postes d'influence. Certains, on peut les construire, mais c'est un parcours qui est compliqué. Il faut la collaboration de tous, de la dièse, de tous les acteurs. Mais on a des beaux succès. Par exemple, l'année dernière, on a un poste a été créé ex nihilo auprès du président de la SNCF. C'est le conseiller défense de la SNCF. Et c'est quelque chose qui est intéressant, je pense, pour la stratégie générale des armées, dans une logique, par exemple, d'accompagnement des déploiements sur les flancs de l'OTAN. Il y a une manœuvre ferroviaire dans laquelle le conseiller défense pourra jouer. Donc oui, on participe à la stratégie d'influence, mais c'est un exercice qui reste quand même, je pense,
à développer. Ensuite, oui, il y a des formations spécifiques. En fait, nous, on fait, vous l'avez compris, du sur-mesure. J'ai reçu 300 officiers généraux, quasiment 300 cas individuels. Et à chaque fois, on fait des formations particulières. Je vous ai parlé tout à l'heure de la logique de boîte à outils. Nous avons également la possibilité de financer des formations particulières sur étagère pour ceux qui se destinent à ce type de métier dans le monde anglo-saxon, que ça soit en langue ou en spécificité du pays. Notamment, j'ai un exemple de quelqu'un pour qui on a financé des études en finance sur ces thématiques-là. Voilà, monsieur le député. Merci. La parole est à Catherine Hervieux pour le groupe écologiste et social. Monsieur le Président, Général, Amiral, chers collègues, donc la MIRVOG accompagne les officiers généraux pour une reconversion réussie. Un nombre significatif d'entre eux qui viennent du public iront donc dans le privé, en particulier auprès de la BITD. Pourriez-vous, de ce point de vue-là, nous donner la répartition des officiers lors de leur reconversion dans le public et le privé ? Pourriez-vous préciser dans quel domaine d'activité ? Industrie, conseil, lobbying, création d'entreprises ? Ça nous intéresserait. Étant donné leur statut militaire et leur connaissance de la défense nationale, les officiers généraux sont des ressources précieuses pour les futurs employeurs, comme vous l'avez dit. La MIRVOG coopère sans doute, j'en suis sûre, avec différentes associations, organismes, BDEF, CPME, associations professionnelles, cabinets de recrutement, etc. De ce fait-là, comment sont structurées ces coopérations ? Quel type de partenariat ? Est-ce que c'est explicite ? Est-ce que c'est cadré ? Une autre question, qu'en est-il de l'accompagnement des femmes officiers généraux ? Est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique ou est-ce qu'elles font partie du cadre tel que vous nous l'avez présenté ? Puis dernière chose, dans le contexte que nous connaissons de tensions internationales, de nécessité d'anticiper sans doute des mobilisations ou d'éventuels conflits, on peut s'interroger, on peut partager cette interrogation sur le fait de se priver de l'expérience acquise durant une trentaine d'années, comme vous l'avez exposé, de la part de personnes qui ont 59 ans ou qui sont encore dans tous leurs moyens. Et voilà, se priver enfin se priver, peut-être pas, mais voilà, il y a quand même une question aussi par rapport aux évolutions concernant les tensions que nous savons dans lesquelles nous sommes plongés. Très bien. Merci Madame la députée. Avant de donner la parole à Pierre Saucette pour la partie reconversion, sur le dernier aspect, c'est le principe de la deuxième section. En fait, la deuxième section a été créée pour pouvoir rappeler les officiers généraux à l'activité. Ce qui veut dire que si la ministre décide de rappeler quelqu'un, quel que soit ce qu'il est en train de faire, il revient. Et donc, la deuxième section, c'est aussi une forme de contrainte. Ça veut dire que vous êtes rappelable n'importe quand. Et la deuxième section qui a été créée au 19e siècle était destinée à pouvoir récupérer des officiers généraux très expérimentés pour encadrer des bataillons, des unités militaires, si jamais on avait besoin de grossir en effectif. Donc vous avez dans la deuxième section, jusqu'à 67 ans, des officiers qui sont rappelables. Alors évidemment, lorsqu'il ne se passe rien, on leur propose des choses. Le jour où on a besoin d'eux, ce n'est pas sous forme de proposition. En fait, ils sont rappelés à l'activité de façon par l'autorité publique. Merci Madame la députée. Je vais répondre à vos 3 premières questions. Donc la répartition par secteur d'activité, ça tombe bien, on a sorti les chiffres 2025 cette semaine, donc je vous les donne en avance de phase. J'ai mon conseil de gestion qui a lieu la semaine prochaine, donc vous avez la primeur des informations. Et c'est bien normal. Et je me permettrai à chaque fois, après avoir égrené les chiffres, de faire des petits commentaires. Le premier secteur d'activité, c'est l'audit et le conseil. Ça revient souvent dans le quatuor de tête. Ça, c'est la traduction de la volonté de toute une série d'officiers généraux d'être maîtres de leur emploi du temps et de travailler comme des professions libérales et de ne pas forcément être liés par un salariat. Donc cette grosse veine audit-conseil arrive toujours dans le quatuor de tête. Après, vous en avez... Donc là, il y en a 20 cette année qui vont... sur 76 reconvertis. Hein. Donc vous en avez 20 qui vont dans l'audit-conseil. Ensuite, vous en avez 18 qui vont dans la base industrielle technologique de défense. Alors la base industrielle technologique de défense, ça va du gros groupe
type Dassault, Safran, Thales, jusqu'à la petite PME, PMI de Strasbourg qui fabrique des engins du génie pour passer des fleuves. Après, vous en avez une dizaine qui restent au service de l'État parce qu'ils ont le sens du service public, comme le général l'a dit, comme agent contractuel sur la base de l'article L332 du Code de la fonction publique. Vous en avez 9 qui rejoignent la grande maison enseignement-formation dont je vous ai parlé, cette volonté, et ça traduit la volonté de transmettre aux jeunes générations, de travailler pour les générations futures. Vous en avez 6 qui sont dans l'économie sociale et solidaire, et notamment dans le secteur de la santé ou du social, notamment les médecins, et notamment les médecins femmes, qui servent comme médecins conseils à la mutualité sociale agricole, dans des organismes de sécurité sociale, etc., etc. Vous en avez 5 qui sont dans le domaine de l'industrie, 2 dans le domaine de l'informatique et des télécoms et du numérique, 2 dans le domaine de la logistique et du transport, 2 dans les assurances, 1 dans l'agroalimentaire et 1 à l'OTAN. Voilà. S'agissant des officiers féminins, alors moi je ne parle que de ce que je connais, c'est-à-dire sous mon commandement. Moi j'ai traité 13 officiers généraux féminins. Alors déjà il faut dire une chose, il faut faire un petit zoom sur la situation. Aujourd'hui il y a 65, je le dis sous le contrôle du général, mais 65 officiers généraux femmes en première section. Jusqu'en 1998, il faut se souvenir qu'on était sous une logique de quotas dans les écoles militaires. Tout ça pour expliquer qu'on n'a pas forcément pu produire des officiers généraux et encore moins en reconvertir parce que physiquement, ces officiers généraux féminins n'existaient pas. Le système ne les avait pas produits ou du moins pas en assez grande quantité. Donc inévitablement, toujours je reprends cette métaphore du tuyau, au bout du tuyau, il ne pouvait pas sortir quelque chose d'important. Quoi qu'il en soit, moi j'ai reçu en entretien 13 officiers généraux, 9 sont toujours en parcours et 4 se sont reconvertis. 3 officiers médecins qui se sont reconvertis notamment dans des métiers de médecine conseil, mais une travaille vraiment comme médecin praticienne dans un dispensaire en région, et une commissaire qui se reconvertit dans un secteur important de l'assurance mutualiste. Voilà. Je pense avoir répondu à vos questions. Sur les officiers féminins. Dit, mais les femmes sont entrées dans les écoles militaires en nombre plus important dans les années 2000. Donc nous, au BOG, on sait que le volume des officiers qui vont arriver au généralat, puisque le député l'a rappelé, mais c'est un parcours complet, donc on ne rentre pas directement au général, on commence chef de section. Si 30 ans avant, vous n'avez pas été recruté, vous n'arrivez pas au généralat. Donc on estime que les femmes officiers générales seront en plus grand nombre entre 2026 et 2030. Ça correspond à peu près à 25 ans après l'entrée dans les écoles militaires. Et de fait, cette année, pour la LISAPITUB, on a doublé le nombre d'officiers généraux féminins. Et ce doublement, et c'est là où je réponds aussi à votre question, ne correspond pas uniquement à des métiers dans lesquels on les attendait auparavant. On pense au service de santé des armées. Aujourd'hui, vous avez 2 généraux de l'armée de terre qui commandent des brigades de l'armée de terre. Donc c'est aussi la question du parcours et des commandements qui sont donnés aux officiers généraux. On peut toujours faire mieux, mais de fait, ça évolue dans le sens que vous évoquez. Merci. La parole est à Christophe Blanchet pour le groupe Les Démocrates. Merci, Monsieur le Président, Général, Amiral. Beaucoup de questions posées, donc j'essaie de rebondir différemment. Première question, est-ce que les officiers généraux de deuxième section peuvent être projetés en OPEX? Deuxième question, vous avez défini qu'il y avait la limite d'âge de 67 ans. Pour autant, lors de la révision de la LPM, on a apporté pour certains réservistes la possibilité d'aller jusqu'à 72 ans. Donc, est-ce que c'est une éventualité envisageable aujourd'hui? Troisième question, beaucoup d'officiers généraux qui ont été déployés sur des OPEX ont un savoir-faire, une connaissance et des réseaux locaux et une mémoire. Est-ce qu'il est utile et comment se fait cette transmission de cette mémoire et des contacts qu'ils ont pu avoir au moment venu? Je pense par exemple au Liban ou autres qui permettent aujourd'hui d'être dans une efficacité autre potentielle.
Et dernière question par rapport à vos propos, vous avez évoqué le fait que l'année passée, il y avait eu 2 officiers généraux qui avaient été radiés. Quel est le processus de radiation d'un officier général? Je vous remercie. Monsieur le député, merci. Oui, 72 ans, c'est une question qui me revient régulièrement. Les officiers généraux me disent, mais pourquoi on reste à 67 et pourquoi pas 72? Donc on l'étudie effectivement. Je pense que c'est tout à fait raisonnable. Pour répondre à votre première question. Pour répondre à la deuxième question, les officiers généraux peuvent partir en OPEX à partir du moment où ils sont rappelés à l'activité. Donc on rappelle à l'activité un officier général et il part. C'est ce que je répondais tout à l'heure. Alors là, on le fait de manière ponctuelle, mais s'il y avait une nécessité majeure, il quitterait son entreprise, son travail, et puis il reviendrait reprendre l'uniforme pour partir en opération et commander, bien entendu, c'est bien le principe même de la deuxième section. Et on a parfois, là on en a un qui est en contrat L332, donc c'est un officier général en deuxième section qui a été recruté et sur un poste un peu particulier en opération extérieure, justement parce qu'il a toutes les compétences que vous évoquez. J'insiste néanmoins sur le fait qu'il n'y a pas que des officiers généraux qui sont partis, qui ont encore ces compétences. Et dans le chaînage des opérations et dans le chaînage des missions, vous avez en fait un éventail de gens qui ont ces compétences-là. Et nos affectations étant relativement courtes, en fait, vous avez eu un éventail de gens qui connaissent très bien le Liban, un autre qui connaissent très bien l'Irak. Je pense avoir... Non, j'ai oublié la question. Oui, alors, la radiation, elle procède d'une convocation devant le Conseil supérieur de l'armée. Donc la personne est traduite devant le Conseil supérieur. Il doit s'expliquer. Le Conseil supérieur rend un avis à la ministre. La ministre suit ou pas cet avis et ensuite c'est transmis au président de la République qui par décret décide de radier ou pas l'intéressé. C'est ce qui s'est fait l'an dernier. Juste un petit point quand même, parce qu'on parle toujours de ceux qui parlent un peu trop, on parle souvent assez peu de ceux qui parlent pas beaucoup, parce qu'en fait, dans le monde militaire, il y a une forme d'intériorisation du loyalisme, vraiment. Donc les gens sont vraiment très disciplinés, même s'ils ont des capacités très variées. On oublie aussi que dans l'influence qui a été évoquée, en fait, quand on est militaire, soldat, sous-officier, officier, officier général, on a plein de vies, comme chacun d'entre nous. On n'est pas uniquement militaire, on est père de famille, on est ami, on a des voisins, on fait autre chose, on fait de la peinture, de la musique, plein de choses. Et donc il y a une très grande diversité. Nous, ce qu'on dit, c'est que, et je l'ai dit récemment, on se polarise souvent sur les quelques officiers généraux ou officiers qui prennent la parole à mauvais escient, mais en fait, il y a tout un champ d'expression qui n'est pas forcément utilisé par les officiers généraux, parce qu'il y a une forme d'intériorisation de l'autocensure, parce que le devoir de réserve, on l'applique strictement, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire faire en termes d'influence, sans dépasser les limites de ce qui nous est donné. Merci. La parole est à Bernard Schex pour le groupe UDR. Merci, Monsieur le Président. Mon général, amiral, le travail entrepris par la mission Mirvogue est un succès. En 2024, on l'a vu, environ 80 officiers ont été accompagnés dans leur reconversion dans le civil. Grâce à vos dispositifs, ils deviennent cadres supérieurs de grands groupes et certains même, avec courage, montent leur propre entreprise. Dans le contexte économique actuel qui est particulièrement dégradé, en 2025, on compterait plus de 68 000 défaillances d'entreprises en augmentation de 3,4% par rapport à 2024. Si ce chiffre devait être confirmé, il s'agirait d'un record historique. Et là, c'est le chef d'entreprise que je suis qui s'exprime. Dans ce contexte morose pour les Français, je suis persuadé que les officiers ont des compétences uniques à partager au secteur privé, particulièrement dans la gestion des conflits, le leadership, la cohésion d'équipe, toutes essentielles au moral collectif d'une entreprise. On parle souvent du nécessaire réarmement moral de la nation. Ce réarmement se joue aussi dans l'entreprise et nos officiers en reconversion ont un rôle majeur à jouer dans ce cadre. Encore faudrait-il cependant que les élites civiles, cette fois-ci, soient en mesure de bien assimiler la plus-value des compétences de nos officiers. Mes questions sont les suivantes. Si votre mission permet aux élites militaires de mieux appréhender le civil, un défi majeur persiste, c'est celui de la réciproque. Peut-on affirmer que les élites économiques et administratives comprennent vraiment le monde militaire ? Quelles sont les initiatives concrètes mises en place par votre mission pour familiariser ces élites au profit de nos officiers et ainsi d'éviter une sous-utilisation de leurs compétences ? Je vous remercie.
Merci. Amiral, je vous en prie. Oui, merci, monsieur le député. Donc, en effet, j'en avais parlé dans mon introduction, ce double travail d'acculturation. Acculturer nos officiers généraux à la culture d'entreprise et, à l'inverse, acculturer au secteur de la défense, au monde militaire, les élites dont on voit que la nouvelle génération, la jeune génération qui n'a pas connu le service militaire, finalement arrive à mal positionner sur la chaîne ce que peut être un officier général. Donc, fort de ce constat, de ce double déficit d'acculturation, la MIRVOG, modestement, on a mis en place, avec l'aide du réserviste citoyen que j'ai recruté, ce qu'on appelle des regards croisés. En fait, les visites regards croisés, nous transportons dans des entreprises avec lesquelles nous sommes unis par des partenariats, puisque nous avons signé un certain nombre de partenariats avec des entreprises bénévolantes, et nous transportons pour rencontrer les COMEX. Voilà. Et pour faire un peu d'évangélisation et de campagne de vaccination, si je puis dire. Et comme ça, ces deux mondes se rencontrent. On montre à un officier général ce qu'est un directeur général, ce qu'est un DRH, ce qu'est un DAF, ce qu'est un directeur des affaires institutionnelles. Et de l'autre côté, le COMEX voit ce qu'est un officier général. On fait pitcher, comme on dit, c'est-à-dire on fait prendre la parole à ces officiers généraux sur leur projet professionnel, leur passé militaire, mais aussi surtout sur leur projet professionnel. Et donc on a un double travail d'acculturation qui est fait au travers de ces regards croisés. Je participe aussi à beaucoup de colloques. Beaucoup de cocktails professionnels en uniforme pour justement être interpellé. Mais qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ? Bien, je suis l'agence de reconversion des officiers généraux. Voilà mon métier. Donc c'est tout un travail d'évangélisation auprès des associations de DRH, auprès des grands capitaines d'industrie. Voilà. Merci, messieurs. Moi, j'ai une question aussi qui va porter plus sur le contexte électoral. Nos généraux 2S, et d'une façon plus générale, tout militaire peut se présenter à un moment ou à un autre, s'il le souhaite, aux élections, quelles qu'elles soient. Peuvent-ils porter l'uniforme sur les affiches et utiliser leur grade sur des bulletins électoraux? Alors, je vous pose la question parce que ça me tient à cœur, parce que ça touche à la singularité militaire. Voilà, la singularité militaire qui différencie bien la fonction de militaire et de la fonction électorale. Donc voilà une question qui me semble importante. J'avais posé au comité de la fonction militaire et j'attends toujours la réponse. Et je pense que c'est une question qui a du mal à trouver sa réponse, mais peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer. Monsieur le Président, je peux vous éclairer. Donc, on fournit à tous les officiers généraux qui quittent la première section un document qui leur indique un peu un certain nombre de chemins à suivre, et notamment l'application du devoir de réserve et un certain nombre de dispositions. Donc, les officiers généraux qui sont en deuxième section peuvent se présenter aux élections sans faire mention de leur grade et pas en uniforme. Il n'y a pas de mélange des genres. Donc ça, nous... Voilà, c'est le code électoral. Mais donc nous, chaque fois que ça arrive, on les appelle, on leur dit attention, mélangez pas les genres. Donc en deuxième section, ils peuvent se présenter. En tout cas, c'est dans le code de la défense. Je peux vous citer l'article, je l'ai là, mais voilà, je remets mes lunettes et je vous cite l'article. Mais en tout cas, un officier général en deuxième section, qui est donc en position de non-activité, il peut se présenter à des élections. Il est toujours tenu par le loyalisme, le devoir de réserve, mais il ne se présente pas en tenue, il ne fait pas état de son état militaire, donc il ne met pas son grade. Les officiers généraux en première section peuvent se présenter à condition de se mettre en disponibilité ou alors de n'être sur une liste que sur une position de conseiller municipal et pas de position d'élu sur une commune de moins de 9000 habitants. Je le dis parce que c'est mon cas. Je serai au municipal de 2026 dans un tout petit village de la Sarthe comme conseiller municipal et ça rentre dans le cadre du Code de la défense. Merci. Et cette règle touche aussi les sous-officiers et officiers de non deuxième section, bien entendu, par nature. Oui, les militaires. Tous les militaires, quoi. Merci pour cet éclairage. Je regarde mes collègues. Si vous avez d'autres questions,
Je ne vois pas d'autres questions. En tout cas, un grand merci. Nous avons un autre point, mes chers collègues, qui vous échappe, mon général et amiral, hein, mais nous n'en avons pas pour très long. Vous pouvez rester avec nous. Donc, avant de nous quitter, il nous revient de nommer un rapporteur pour avis sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord relatif à la coopération dans le domaine de la défense entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République moldave, suivant le principe d'une répartition équilibrée entre les groupes politiques. Le Bureau a attribué ce rapport à un groupe d'opposition, et plus précisément au groupe socialiste et apparenté, qui nous propose la candidature de notre collègue Anna Pic. S'il n'y a pas d'opposition, Madame Anna Pic serait donc notre rapporteure pour avis sur ce texte. Qui est pour? Qui est contre? Personne s'abstient. Eh bien, à l'unanimité. Félicitations, chers collègues. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci, mon général. Merci, amiral. Et à plus tard pour d'autres travaux. Merci.